Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour, bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel. Avec 3 livres en traduction, en fait 3 livres étrangers aujourd'hui. Un hasard. Un hasard? Oui, puisqu'on n'est pas forcément ni étranger ni français. On a choisi ces livres parce qu'ils ont quelque chose, j'en suis sûre. Oui, c'est sûr. Il se trouve que ce sont des traductions, mais il y a d'excellents livres en français quand même. Oui, puis on a parlé de beaucoup d'auteurs français ces temps-ci. Alors, Alan Parks, Janvier Noir, qui paraît chez Rivage. Tom Piccirilli, Les Derniers Mots, qui paraît en série noire, donc chez Gallimard. Et puis Dan Fesperman, L'écrivain public, qui paraît au Cherche Midi. Et on va commencer par Alan Parks, ça vous va? Avec joie. Alors, d'un petit mot. Alors, Alan Parks, moi, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de lui. Il est écossais, il a 54 ans. Il a fait d'abord sa carrière dans la musique. Il a dirigé un label. Et puis, il s'est mis à l'écriture. Et donc, c'est son premier roman. Mais il annonce une série d'une 12aine de romans. Qui vont mettre en scène un personnage de flic qui s'appelle McCoy. Alors McCoy, il a 30 ans, mais quand on lit le livre, on a l'impression qu'il en a au moins 20 de plus. Il est quand même très usé par la vie déjà. Mais quelle surprise! Il boit beaucoup, il fume pas mal, il sniffe autant, etc., etc. Il a eu une enfance très difficile, peut-être qu'on va en parler. Il est lié à la mafia, même si c'est un bon flic. Quand ça commence, il est convoqué, entre guillemets, par un mafieux à la prison à Glasgow, puisque ça se passe à Glasgow. Et cet homme en prison lui annonce qu'une jeune fille va être tuée. Et donc, il faut essayer d'empêcher ce meurtre. Donc, c'est ce qu'il va essayer avec son jeune adjoint. Mais ça va malheureusement pas se passer comme il aurait voulu. Cette jeune fille, effectivement, va être tuée par un tout jeune homme. Ils ont à peine 20 ans l'un et l'autre. Un tout jeune homme qui retourne l'arme contre lui-même et qui se suicide. Et à partir de là, ça va être une enquête donc, dans Glasgow, à la fois dans les bas-fonds et aussi dans les milieux les plus aisés, dans la classe dominante. Voilà, Christine, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre ? Eh bien, quand je vous écoute, vous résumez très justement ce livre-là. Je me dis, il y a tous les clichés, les pires clichés du roman noir, du roman policier. Le flic fatigué de la vie, qui a eu une enfance difficile en famille d'accueil, qui boit, qui se drogue, une histoire avec la mafia, la ville comme terrain principal et choix historique du romancier. Et pourtant, ce livre-là, moi, je l'ai commencé avec plaisir et je l'ai lu avec passion. Et je trouve que c'est à la fois dans l'écriture qui coule extrêmement bien, sa façon de parler de cette ville. On sent bien effectivement que Glasgow va être le cœur de cette série sur le long terme. Et il en parle de façon très intéressante, à la fois historique. Il y a un petit côté effectivement très classique, et puis il arrive à rendre, à pimenter, à intéresser le lecteur à chaque page. Et ce classicisme, finalement, au lieu de se retourner contre lui, va dans le bon sens et il prend le temps de distiller et les informations et le côté sentimental. Et une critique sociale passionnante. La ville de Glasgow, quand on a terminé ce livre, on a tout de suite envie d'y aller, que ce soit dans les bas-fonds, les beaux quartiers, parce qu'il visite effectivement tout l'ensemble de cette ville. Et c'est un peu comme Édimbourg pour d'autres auteurs, c'est un peu l'auteur de Glasgow maintenant. Oui, après McIlvanney et tout, parce qu'il y a eu des grands ancêtres. D'ailleurs, j'ai vu, quand il est venu à Lyon, à Quai du Polar, au mois de mars, et quand chaque auteur à Quai du Polar doit dire quelle est sa référence, et lui, c'était McIlvanney. Bon, c'est pas étonnant quand bon, bien sûr, du fait de Glasgow, mais quand on lit son livre, même si c'est pas exactement McIlvanney quand même, ni dans l'écriture, ni dans l'esprit. Non, McIlvanney est beaucoup plus dans la recherche, dans quelque chose de plus travaillé dans l'écriture. Finalement, Alan Parks, il a quelque chose à dire, il le dit bien et il ne cherche pas 1000 fioritures, mais il arrive à très très bien concevoir ses histoires et à nous passionner à partir de thèmes extrêmement éculés pourtant. Oui, alors je pense que c'est un jeu en fait, parce que c'est pas possible à ce point-là de mettre dans avec un son seul personnage livre surtout. tous les stéréotypes et l'appeler McCoy noir, en plus, on a l'impression qu'il y a à la fois l'hommage aux Américains, à la Horace McCoy, et puis un
hommage aux Européens du roman noir, bien sûr. à ce roman noir social. Voilà. Et finalement, quand on lit les premières pages, on comprend quand même vite que ça va être justement un jeu sur les stéréotypes. Et personnellement, moi, j'ai trouvé ça très amusant. C'est très réussi. Alors après, je suis très intéressé par la suite, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il cherche à... Là, déjà, ça se passe en 1973. Donc c'est un Glasgow déjà ancien. Je ne sais pas si on va avancer dans le temps et s'il va essayer de faire comme ça une histoire de Glasgow depuis le début des années 70. En tous les cas, là, c'est très intéressant parce qu'il fait un portrait d'une ville qui, qui a subi la désindustrialisation, etc. Donc c'est une ville en perdition. Donc il montre bien, c'est une espèce de géographie intime de la ville avec un sens très fort des atmosphères. Et c'est des immeubles délabrés, c'est les inégalités terribles, c'est des gens dans des situations pas possibles. C'est donc un roman effectivement social au bon sens du terme. Parce que c'est un portrait qui est très incarné et très vibrant. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi un auteur qui paraît plus âgé, mais qui n'a qu'une trentaine d'années. Parce qu'on a bien l'impression que ce McCoy va avancer dans le temps et qu'il peut avoir 30 ans en fait d'histoire de Glasgow, d'histoire des quartiers et de nous raconter un peu l'évolution de cette ville qui part à un moment où tout part à un moment particulièrement effectivement délabré et tragique et qui va évoluer vers de toute façon une ville quand même très marquée par la mafia, par une police. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi... traîtrise. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il montre, c'est que finalement, il traite les mafieux comme il traite les flics. Les uns et les autres, c'est ni des tout bons ni des tout méchants. On est tout le temps dans des nuances de gris et pas le blanc et le noir, à part les affreux de la classe dominante. Oui, parce que là aussi, il n'est pas dans la caricature, mais il y va franchement. C'est vrai qu'il n'est pas du côté des riches. Oui, voilà. Alors, en tous les cas, il n'est pas pour le pognon. On recommande alors. Non. On recommande ce livre. Ah oui, tout à fait. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a une écriture alerte qui fait qu'on le lit très très facilement. Alors, j'ai pas dit, et c'est dommage, et c'est très important, que Janvier Noir est traduit par Olivier de Paris, et donc ça paraît chez Rivage. Et ensuite, nous allons parler donc de Tom Piccirilli, qui est un Américain, Les Derniers mots, en série noire. C'est vous qui nous le présentez, Christine. Oui, vous disiez. Oui, Vous dites Piccirilli, comme ça, c'est un peu effectivement. Pourquoi vous dites comment, vous alors? En fait, quand je l'ai commencé, j'ai dit Piccirilli, mais maintenant je n'aurais plus parce que c'est tellement plus beau quand c'est italien. Mais il est américain en même temps. Il est américain. En plus, c'est un auteur qu'on connaît plutôt du côté du fantastique. Il a eu le prix Bram Stoker. C'était parce qu'il est mort en 2015. Donc, c'est un auteur qui est disparu il y a peu de temps. Et j'ai trouvé que ce livre était assez intéressant parce que son côté fantastique, moi, j'étais passée plutôt à côté parce que c'était très marqué par le fantastique. Les Derniers mots est un vrai roman noir et on sent que cet auteur-là a voulu rendre hommage là aussi, un peu comme Alan Parks d'une autre manière, au roman noir, à une histoire qui est une histoire presque familiale dans un cadre extrêmement large. Au début, c'est l'histoire de deux frères au début. L'un est resté hors de la prison et il a refusé de revoir ce frère qui est emprisonné parce que ce frère semble être un monstre qui, dans une espèce de crise de démence, a tué 8 personnes. Et cette crise de démence était telle que ce frère qui est resté à l'extérieur ne peut même pas imaginer d'aller le voir. Et puis, comme il va être condamné, comme il va mourir, qu'il est dans la dernière semaine avant d'être exécuté, ce frère va aller le voir et va apprendre que sur ces 8 personnes qui ont été tuées par ce monstre, il y en a un dont il n'est pas responsable. Et commence une histoire, là aussi, on se dit que c'est un peu un jeu aussi sur les clichés, parce que la prison, la famille, les deux frères qui ont pris des chemins différents, la morale, la démence, tout ça c'est assez classique. Et je trouve que ce livre est très réussi parce qu'en fait, à partir de cette idée classique, c'est en fait une histoire de famille purement familiale et d'une histoire aussi de comment
comment on vit avec son père, son grand-père, les tares familiales, est-ce qu'on s'en sort, et comment on continue à s'aimer, en fait, en étant à la fois un monstre, mais en même temps un frère, une sœur, un père, un grand-père, et cette espèce de vie chaotique, mais en même temps enfermé. J'ai trouvé ça très étrange. Oui, c'est un livre. Mais c'est vrai que c'est assez cinématographique. Oui, mais c'est un livre sur la famille, effectivement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce que vous commenciez à dire, c'est ces rapports d'amour-haine qu'il y a entre eux. Parce qu'il y a des liens très très forts, mais en même temps, le frère qui revient, qui n'aurait pas voulu revenir, qui est parti, qui voudrait échapper au destin, parce qu'il y a comme une espèce de malédiction, c'est presque comme s'il y avait quelque chose dans le sang qui se transmettait d'une génération à l'autre. Le grand-père, le père, ce fils. Il veut échapper à ça, il espère ne pas être contaminé, et ça c'est très intéressant. Et alors, ils ont tous des noms qui sont des dérivés de noms de chiens. Terrier. Voilà, il y en a un qui s'appelle Terry, mais c'est Terrier, l'autre il s'appelle Collie, mais c'est Collier, oui. Il y a Del, c'est Herdel, et donc c'est comme c'est une espèce de meute, et en même temps c'est des races différentes, donc voilà, il y a ce côté amour. Oui, mais c'est assez passionnant. Qu'est-ce que c'est que la loyauté? Qu'est-ce que c'est que la trahison? À quel moment on trahit dans une même famille? Est-ce qu'on peut cacher jusqu'au bout les choses? Est-ce que la démence se transmet de père en fils? Il y a en fait des thématiques très fortes dans ce livre qui au début n'a l'air de rien. Oui, parce que ça commence quand même sur un ton de comédie noire. Oui, il y a une écriture assez vive. Il y a beaucoup d'humour. Et par exemple, page 48, juste pour vous donner une idée du ton, il dit donc le narrateur, en fait, c'est donc le frère qui est venu voir l'autre qui va être bientôt exécuté. Donc, pour Collie et moi, ça tournait parfois à notre avantage sur le plan sentimental, c'est-à-dire de faire partie d'une famille où tous sont voleurs. Il y avait des tas de filles qui adoraient les voyous. Elles s'attendaient à ce qu'on les emmène sur des coups, histoire de voir de près à quoi ressemblait la vie d'un bandit. J'ai même eu 2 copines qui m'ont pratiquement supplié de venir piller la baraque de leurs vieux. Elles étaient prêtes à m'indiquer où ils planquaient le fric ou des objets de valeur, me communiquer le code des alarmes et me donner la combinaison des coffres. Dans ces conditions, ça gâche tout le plaisir, leur avais-je dit. Oui, c'est très bien cet extrait parce que ça dit bien l'écriture vive, un certain humour, et puis peu à peu une gravité et quelque chose de profondément comme une malédiction sur ce livre, qui est un gros livre mais qui se lit vivement. Oui, ça se lit très facilement. Donc les derniers mots de Tom Piccirilli, vous me permettez de le dire comme ça, je vous en prie, au contraire. À la série ça lui donne un petit charme particulier. Et c'est traduit par Étienne Menanteau. Voilà. Et 3e conseil de lecture, enfin je sais pas, vous allez me dire, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un conseil pour moi. On dit pas ça tout de suite. Si, je dis tout de suite. Si, je suis comme ça, je cache. Donc Dan Fesperman, l'écrivain public qui paraît au Cherche Midi, et c'est un Américain, c'est traduit par Jean-Luc Piningre. Alors Fesperman est né en 1955 en Caroline du Nord, comme son héros. Il est journaliste, reporter de guerre, c'est un grand reporter de guerre. Il a couvert beaucoup de conflits en Europe et au Moyen-Orient notamment, mais aussi au Pakistan ou en Afghanistan. Et il a publié son premier roman en 1999. Depuis, il en a publié une dizaine, mais il n'y en a que 3 traduits en France, 2 aux éditions de Fallois. Et donc ce 3e, qui date de 2016 et qui est traduit aujourd'hui au Cherche Midi. Alors, on est en 1942 à New York, au moment donc où les États-Unis vont s'engager dans la guerre. Et au centre du livre, il y a un personnage qui s'appelle Woodrow Kane, qui est un flic donc venu de Caroline du Nord. Et alors lui, c'est pas du tout comme chez Alan Parks, il n'est pas alcoolique, il essaye d'être un bon père, etc. Il n'est pas du tout dans les clichés habituels. Et surtout, ce qui est intéressant, il veut faire bien. Et il fait d'ailleurs plutôt bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme il vient du Sud, il arrive à New York, il ne connaît pas, et donc il a une sorte de regard vierge sur la ville. Et ça, c'est intéressant puisque tout va se passer à travers son regard. Et puis, il y a un autre personnage, alors que moi je trouvais extraordinaire, qui s'appelle Danziger, qui est l'écrivain public qui donne le titre au livre. Alors, c'est un homme plus âgé, d'origine juive, il est polyglotte, très cultivé. Il sait beaucoup de choses parce qu'en fait, effectivement, il travaille comme écrivain public, il traduit des lettres, il en écrit d'autres, etc. Il s'occupe de papier, etc. Pour des gens qui sont des réfugiés, puisqu'on est évidemment en Allemagne, alors que c'est la guerre, c'est des nazis. Donc les Juifs en particulier fuient l'Allemagne et les pays de l'Est. Et il est donc au courant d'énormément de choses. Et quand ça commence, et j'en dirai pas plus,
on trouve en fait un cadavre au bord de l'Hudson, et c'est un cadavre qui a été martyrisé, et on va être entraîné dans l'enquête alors moi j'ai appris ça, un quartier allemand de New York, ça c'est extraordinaire. Yorkville, voilà, où il y a énormément d'Allemands, mais il y a aussi bien des pro-nazis que des réfugiés juifs allemands. Et c'est passionnant quand au début de ce livre, donc le policier découvre lui aussi ce quartier comme nous, cette façon d'approcher et d'entendre parler allemand en sortant du métro, en quelque sorte, on comprend tout à fait l'atmosphère du livre, avec cette approche de voir les maisons avec le côté, les nazis d'un côté, les juifs de l'autre, un cinéma qui s'est transformé. C'est vraiment un quartier particulier, et on apprend énormément de choses à ce moment-là dans ce livre-là. Voilà, parce que lui aussi, comme pour Glasgow, il a vraiment un sens de l'atmosphère, une façon de nous faire entrer de manière intime dans New York en 1942. C'est très, très réussi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le couple de personnages. Oui. C'est-à-dire, à la fois le flic et l'écrivain public, ce sont deux excellents personnages, mais surtout, c'est la relation qu'ils vont avoir tous les deux. C'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, moi, le tout début du livre, j'ai été un peu troublée peut-être par l'écriture ou la construction. Je trouvais que ça rentrait très lentement dans l'histoire, qu'il y avait comme s'il était un peu emprunté dans l'écriture. Et puis, il faut passer ces premières pages, parce qu'après, on comprend que tout ça est aussi une question d'atmosphère, qu'on est en 1942 et que ça compte énormément, cette pesanteur même américaine, que New York ne ressemble pas tout à fait à l'image qu'on en a dans les romans noirs, et que cette écriture-là qui avance de façon assez feutrée, eh bien, elle contribue à l'atmosphère de ce livre et de ce côté extrêmement intéressant de nous raconter l'histoire majuscule à travers une histoire policière, une histoire de relations entre ces deux hommes, de cultures différentes, de passés différents. Je trouvais que ce livre était une réussite extrêmement forte, en fait, très inattendue dans le roman noir. Je pense que c'est même un livre exceptionnel. Oui, c'est très, très, très bon livre. Et alors, c'est un livre, évidemment, éminemment politique. Et moi, j'ai appris plein de choses, parce que, alors, c'est très, très bien documenté. D'ailleurs, il cite des sources ça fait peur quand on dit ça. Hein. Mais non, parce que c'est vraiment très bien. Oui, la documentation n'écrase pas le romanesque, pas du tout. Mais moi, j'ai appris des choses sur, par exemple, le rôle de la... Alors, on ne peut pas en dire trop, mais le rôle de la mafia dans la guerre et la manière dont, en fait, l'État américain a collaboré avec la mafia pour lutter contre les nazis. Donc, d'ailleurs, dans le livre, on voit Lucky Luciano, Meyer Lansky, etc., enfin, les grands caïds de la mafia de l'époque. La mafia a fait beaucoup de choses, on dirait. Hein. Non, c'est vrai que c'est un livre qui n'est pas... où la documentation n'écrase jamais le romanesque, et l'écriture, les personnages, tout ça contribue vraiment à quelque chose c'est un livre très inattendu et qu'on n'a pas envie de lâcher. Non, d'ailleurs, il a été élu meilleur roman policier de l'année par le New York Times. On est d'accord avec le New York Times. Et donc, on est d'accord avec les confrères bien nous, ça. du New York Times. Voilà. Donc voilà un troisième livre qu'on vous recommande, L'écrivain public de Dan Fesperman, qui paraît aux éditions du Cherche-Midi et qui est traduit par Jean-Luc Piningre. Et ben voilà, ça vous fait de... Oui, parce qu'en plus, ça fait quand même pas mal de pages. Je trouve que ça permet vraiment de voyager et dans le temps et dans l'espace avec trois beaux livres, vraiment. Voilà, donc des livres pour l'été, des livres pour l'été, voilà, mettre dans la valise. À très bientôt, bye bye. À bientôt. Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir.